Bonjour à vous. Merci à la Pop Philosophie, à Jacques Serrano et à toute l'équipe pour cette invitation à parler dans cet endroit assez extraordinaire, une sorte de squat berlinois, marseillais, on ne sait pas trop. Il pleut dehors, c'est le 1er mai, c'est la Covid. Voilà, on est dans une ambiance tout à fait adéquate à notre sujet. Alors donc mon titre, comme vous le voyez, est le suivant, donc Corps irradié, zombies nucléaires, l'imaginaire des morts vivants à l'ère de l'atome. Alors ce que je voudrais tout d'abord vous dire un peu en exergue de cette intervention, consacrée donc à l'imaginaire du mort-vivant à l'ère atomique, c'est inscrire un peu cette intervention sous le signe d'une formule de Gilles Deleuze, puisqu'on parle de pop philosophie. Deleuze et Guattari évidemment ont théorisé cette question notamment dans Mille plateaux. Une formule de Deleuze qui me semble pertinente et qui me sert un peu de levier pour entrer dans cette problématique-là. Cette formule, je l'extrais du premier volume de ces deux volumes sur le cinéma, donc Cinéma 1, Image-Mouvement, donc le tome 1, dans lequel, à un moment donné, volume dans lequel Deleuze évoque l'action, comme il dit, des films de série B ou de petit budget sur les images de cinéma. Et c'est une question qui m'intéresse beaucoup, et voici ce qu'il écrit à un endroit de son texte. Il est certain que les contraintes économiques ont suscité des inspirations fulgurantes et que les images, inventées dans des conditions d'économie, ont pu avoir un retentissement universel. Il y en aurait beaucoup d'exemples dans le néoréalisme, dans la Nouvelle Vague, mais c'est vrai de tout temps, et l'on peut souvent considérer la série B comme un centre actif d'expérimentation et de création. Fin de citation. Alors, Deleuze est sans doute plus familier par culture, par goût peut-être, du néo-réalisme italien, de la Nouvelle Vague, que des films de série B ou des films dits d'exploitation, des B-movies. Mais cette formule, je trouve, est un indice tout à fait précieux pour penser avec lui, après lui, et peut-être même d'une certaine façon contre lui. C'est-à-dire à rebours même du champ cinématographique assez classique, qu'il délimite dans ses textes, celui, on va dire un peu vide, d'une haute culture. Donc, je voulais juste dire ça, finalement. Philosopher sur la série B, comme j'ai essayé de le faire dans des livres, et je vais continuer un peu ici, pour moi, ce n'est pas exercer sa pensée sur des objets pop, comme si l'élite intellectuelle se penchait vers des objets mineurs avec une espèce de condescendance plus ou moins avouée. C'est vraiment une opération qui s'efforce de penser autrement, penser autre chose, penser différemment, de faire muter des concepts, si on veut parler un peu de Deleuze quelques instants, en l'occurrence affronter des objets marginaux, expérimentaux, hors genre, qui traversent les genres, prêter attention à ce qui se tient en marge d'une histoire officielle, des représentations et du cinéma en l'occurrence, et suivre aussi ces logiques mutantes des monstres, des devenirs animaux, des devenirs moléculaires, comme dit Deleuze avec Guattari. Alors, j'aborde donc, après cet avant-propos, ma question. Donc, je ne vais pas revenir ici, ça a été fait, je pense, lors d'autres interventions, sur les origines coloniales de la figure du zombie, en toile de fond de ce type de cinéma, ni sur le détail des formats petit budget ou ensuite films hollywoodiens qui ont pris en charge cette figure du monstre noir, finalement, du mort-vivant zombifié, transformé en esclave, qui obéit au doigt et à l'œil. Je vous montre quand même le premier film du genre, donc le White Zombie, Victor Alperin, avec Bela Lugosi et ses yeux terriblement fascinants, et puis cette femme qui voyait déambule, comme une somnambule est représentée dans les déambulations classiques. On peut évidemment penser, alors voilà, ici une photo de plateau de ce film avec les zombies alignés de part et d'autre, et puis Bela Lugosi qui indique un chemin à un personnage dans le film. On peut évidemment penser aussi, mais là je vais un peu vite parce que je ne refais pas cette histoire, à ce film magnifique de Jacques Tourneur, donc Vaudou, I Walk with a Zombie, dans lequel précisément le noir est le monstre, d'une certaine façon. C'est la figure inquiétante qui surgit là de l'obscurité, dans un labyrinthe, et qui est identifié donc à une forme de monstre donc des colonies. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est finalement un autre moment de cette histoire cinématographique qui est peut-être une sorte de chaînon manquant entre l'histoire coloniale des débuts donc cinématographique du zombie, finalement celle des rites vaudous,
de l'exotisme un peu de pacotille de certains studios de cinéma, et le tournant, disons, post-colonial qui commence avec Romero, on pourrait dire, avec La Nuit des Morts Vivants en 68, dans lequel les zombies sont des monstres affranchis de leur maître, des monstres sinon libres, du moins libertaires, qui se détachent de leur chaîne et qui deviennent extrêmement agressifs et qui acquièrent une certaine forme relative d'autonomie. On pourra en parler, puisque une partie de leur cerveau, quand même, fait défaut, voire une grande partie. Mais enfin, ils s'affranchissent, d'une certaine façon. Donc, entre, disons, ces deux moments, entre le moment colonial et le moment, qu'on pourrait dire, post-colonial, plus contemporain, apparaissent pendant une décennie, et c'est ça qui va m'intéresser ici, d'autres types de zombies, d'autres types de non-morts, qui n'entretiennent pas de lien explicite avec la religion vaudou, qui marque donc les débuts de cette histoire de vrais faux morts, et qui pourtant, on va le voir, récupère quelque chose de l'imaginaire électrique, magnétique, qui irrigue toute cette histoire des corps monstrueux. Mais sous couvert donc de fiction, ces zombies-là qui vont m'intéresser, au fond ceux qui se tiennent entre les années 50 et 60, pour dire à peu près cette décennie, nous parlent directement, et non pas métaphoriquement, de l'histoire contemporaine, celle de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc le registre n'est plus, disons, magique, religieux, mais technique, froid. C'est celui de la science de l'atome et des essais nucléaires. Alors, je vais aborder cette question, mais je rappelle qu'on sait que les... voilà, donc j'avais dans mon PowerPoint, pardon, donc quelques images de ces zombies qu'on a chez Romero. On sait que les zombies sont des monstres symptômes, on pourrait dire, qui nous permettent de raconter, de mettre à nu les dysfonctionnements, les dérégulations d'une société qui produit des horreurs qu'elle rejette dans les marges. Ces horreurs sont les corps zombies. Les marges, c'est aussi le cinéma marginal, de genre, dit de genre. Donc ces morts vivants errants, qui n'en finissent pas de ne pas trouver la paix, sont, on le sait, les produits soit d'un colonialisme ancestral, dont ils rejouent le mécanisme de domination, soit d'une société, disons, néolibérale, capitaliste, qui exclut, rejette tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fonctionne pas à son rythme. Donc, bon, chez Romero, ça commence en 68, ça se déploie ensuite, par exemple, avec Dawn of the Dead, avec les fameuses scènes dans le supermarché. Tout le film, au fond, tourne autour d'un supermarché à Pittsburgh, comme le premier autour d'une maison, une sorte de maison hantée. Voilà, donc vous avez ici des images de ces consommateurs affolés, zombiesques, zombies. Bon, les morts vivants dont je vais vous parler, donc ceux des années 50-60, ces morts vivants irradiés, sont des monstres du nucléaire, on pourrait dire. Et donc, littéralement, ils nous donnent à lire, à voir de manière non cryptée, non métaphorique, un moment de l'histoire. Ce sont des rebuts de l'histoire. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est ça, finalement. Comment l'histoire réelle produit des corps imaginaires. Qu'est-ce qui s'articule là ? Alors, Hiroshima, 6 août 1945, 8h15. Sur ordre de Harry Truman, l'armée américaine largue une bombe d'uranium de 4,5 tonnes, suivie le 9 août d'une autre bombe au plutonium larguée sur Nagasaki. Ces bombardements, on le sait, ne visent pas seulement des objectifs militaires, politiques, mais aussi largement expérimentaux. Après le projet Manhattan, donc la création secrète, menée en secret depuis 1942 d'une bombe nucléaire par les Américains pour mettre fin à la guerre, et après les premiers essais menés dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945, il s'agit donc bien de tester l'impact réel d'une bombe sur le sol et sur les populations qui s'y trouvent. On connaît le bilan humain, 200 000 morts à peu près à Hiroshima et 100 000 à peu près à Nagasaki. À peu près, j'aime pas dire à peu près parce qu'on parle de gens à chaque fois réels, mais voilà, une estimation. Alors, ce qui m'intéresse donc, c'est la manière dont cet apocalypse programmé, organisé, avec un certain cynisme, a pu marquer l'imaginaire et nos représentations. Alors, je vais tout d'abord vous montrer des images de l'armée américaine qui circulent assez facilement. Je n'ai pas eu accès à des dossiers secrets. L'armée américaine, pour l'occasion, a, l'état-major a orchestré les images du drame d'Hiroshima et Nagasaki pour marquer les esprits, pour obtenir la capitulation des Japonais, mais aussi pour montrer
voilà la suprématie militaire américaine sur les nazis et sur l'URSS de Staline. Donc quelques jours après l'impact, des avions de l'armée américaine survolent les sites d'Hiroshima et de Nagasaki. Et on a donc ici les photos officielles qui présentent à chaque fois, donc là vous voyez c'est le fameux Enola Gay, l'avion qui a lâché la bombe sur Hiroshima, qui présente à chaque fois donc des vues de survol, de surplomb, de champs de ruines. Les photos officielles, c'est assez frappant. Ce qui nous retient, je trouve, ici, c'est vraiment le souci presque géométrique de ces vues. Certes, elles montrent un chaos, à chaque fois c'est un chaos, mais c'est un chaos net, presque orthonormé. Ces images, surtout, ont l'avantage, d'une certaine façon, de ne montrer aucun corps, donc aucune souffrance. Elles attestent de l'efficacité topographique des bombardements. Ce qu'on voit, ce sont presque donc, des maquettes qui font table rase de l'histoire, une sorte de guerre propre avant l'heure, je ne sais pas comment le dire, et qui, voilà, comme celle-ci, Nagasaki, avant-après, qui est inscrite dans cette logique efficace, très redoutable de l'avant et de l'après, on assiste au triomphe, entre guillemets, d'un ordre régulateur désincarné, mais jamais la mort n'est perceptible. D'une autre façon, et pour me rapprocher un peu de la période que je vais examiner, dans le désert du Nevada, aux États-Unis, ce désert a servi de test à une centaine d'explosions atomiques de la part de l'armée américaine, qui a là aussi orchestré, mis en scène ces explosions. Une bombe atomique explosait en moyenne toutes les 3 semaines dans le désert du Nevada, il faut quand même se représenter la chose. L'armée américaine donc, essaie ses bombes sur un sol très aride et elle diffuse les images par voie de presse, y compris par le fameux et populaire magazine Life. Et là encore, il s'agit de faire la démonstration de sa puissance et en même temps, on va voir qu'il y a une sorte de tourisme nucléaire qui se met en place, tout à fait hallucinant. Voilà, vous avez ici par exemple une représentation de Las Vegas qui était appelée Atomic City. Donc des curieux se pressent sur des terrasses d'hôtels, des casinos, ils sont dotés de simples lunettes noires, ils viennent assister littéralement au spectacle de l'Apocalypse. Debord a parlé de la société du spectacle, mais là on a une spectacularisation du bombardement de l'atome. Et Las Vegas donc, est baptisé pour l'occasion Atomic City, donc là vous voyez on est à 75 miles, c'est-à-dire à peu près 120 km du lieu de l'impact et du Ground Zero, donc qui est le lieu où tombe la bombe nucléaire. Donc, témoin donc, de ce tourisme nucléaire, bien cette image, mais aussi des cartes postales, vous voyez ici, c'est le bon baiser de Los Alamos sur un nuage nucléaire, ce qui est quand même assez hallucinant. Une image assez étonnante, et je fais un petit pas de côté pour revenir ensuite à ma ligne, ici qui représente donc le site, un des sites donc, dans le désert du Nevada, avec les impacts. Ici, voilà, de bombes qui ressemblent, on est face à un cratère lunaire, tout à fait incroyable. Bon, on n'est pas loin du Land Art, et en réalité, là, on pourrait voir une œuvre de Michael Heiser, mais ce n'est pas tout à fait une blague ce que je vous raconte, puisque au fond, une des premières œuvres du Land Art, il y avait une exposition à la Haus der Kunst à Munich il y a quelques années, qui s'appelait End of the World, et une des premières œuvres du Land Art, c'est précisément cette œuvre de Jean Tinguely, Study for an End of the World No. 2. Donc on voit Tinguely là, qui est dans le désert du Nevada, qui va précisément monter, si vous voulez, une de ces machines explosives, auto-explosives, voilà, avec un tableau de bord et qui va se détruire. Et il a convoqué la presse pour l'époque, y compris Life et d'autres organes de presse qui vont filmer, photographier cette œuvre. Donc on est en 62, la fin des tests c'est 63 à peu près, donc on est encore dans cette question et ça, évidemment, ça réagit avec beaucoup de force. Alors si je reviens aux tests eux-mêmes, je continue à donner quelques éléments pour contextualiser tout ça. Un article de presse de l'époque raconte l'un de ces tirs dans le désert, dont on a vu quelques images un peu photographiques, et puis ici, sur le pas de côté, disons, une version artistique. Le 22 avril 1952, 200 journalistes sont conviés au spectacle. On les a rassemblés à une vingtaine de kilomètres du lieu de lancement, sur le bord du lac Yucca. Ce jour-là, la bombe, baptisée Charlie par l'Agence de l'énergie atomique, est 2 fois plus grosse que celle lancée sur Hiroshima. La consigne était « Vous mettez
les lunettes noires, détournez la tête et attendez le signal. Ça y est, la bombe a été mise à feu. Vous attendez le temps prescrit, puis retournez la tête et regardez. Un nuage fantastiquement brillant monte vers le ciel comme un énorme parapluie. Vous vous préparez à l'onde de choc qui suit une explosion atomique. La vague de chaleur arrive d'abord, puis le choc assez fort pour jeter au sol un homme qui n'est pas préparé. Ensuite, après des heures, semble-t-il, l'éruption solaire créée par l'homme s'estompe. Fin de citation de cet article. Dernière affirmation évidemment hasardeuse, puisque on a découvert quelques années après nombre de leucémies, de cancers et une contamination évidemment de toute la région. Alors, pour terminer sur cette affaire et rebondir encore, j'aurais pu le mettre même avant, sur la question d'un tourisme nucléaire, comme je m'intéresse beaucoup à l'art contemporain, vous avez ici un photographe américain, Clay Lipsky, qui s'est inspiré de ces faits, qui a fait toute une série de photographies sur une sorte d'esthétisation touristique du paysage nucléaire, avec des figures de dos un peu à la Caspar David Friedrich. Donc voilà, vous avez deux exemples parmi d'autres. Donc j'évoquais le magazine Life qui documente toute cette période. Il propose des reportages sur les maisons témoins, avec des mannequins, des caravanes, tous les produits électroménagers de l'American Way of Life qui se trouvent sur place. Il n'y a pas simplement les bombes qui explosent, mais il y a aussi des sortes de villes fantômes qui sont organisées. Donc le message est évidemment clair à chaque fois, toujours démontrer la suprématie de l'armée américaine, accoutumer éventuellement la population à cette menace. Les effets, en réalité, sont assez ambigus, puisque tout ça, ce sont des images qui circulent dans les magazines américains de l'époque. Et ce que, au fond, l'Américain de base voit, c'est littéralement l'explosion de la société américaine, que ces tirs sont censés défendre et protéger par ailleurs. Donc il y a une espèce d'ambiguïté là dans le geste et dans le message symbolique, si vous voulez. Je vous montre encore tout cela. Alors, nul doute évidemment que toutes ces questions ont largement travaillé donc, les imaginaires et de façon surprenante, souvent négative. Et ce que je voudrais maintenant montrer, c'est que le cinéma de série B, de zombies nucléaires, est l'une des façons de réagir à ces drames et à ces constructions de l'histoire. Alors évidemment, et pour clore le chapitre, pour revenir à l'événement d'Hiroshima, quand les choses sont vues, non pas en vue de surplomb, mais depuis le sol, au ras du réel, les choses sont évidemment différentes. La perception est tout à fait différente si on adopte un point de vue qui est par exemple le point de vue japonais. Alors je vous épargne les photos de corps brûlés pour un récit qui n'est pas moins fascinant et saisissant, qui est proposé ici dans un ouvrage, un livre de Marc Petitjean. Je vous conseille, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Orléa, qui est un texte qui consacré donc à l'histoire d'un médecin japonais de 28 ans qui se trouvait à quelques kilomètres d'Hiroshima au moment de l'explosion. Et il s'appelle le docteur Shuntaro Ida. Il est mort centenaire, il est né en 1917 et mort en 2017. Alors je vous lis un petit passage de son témoignage. L'explosion d'Hiroshima a eu lieu quelques minutes auparavant. J'étais un peu nerveux à cause d'un gros rocher et de la pente si raide quand soudain une chose est apparue, toute noire, silhouette verticale comme celle d'un humain qui avançait vers moi en se balançant de droite à gauche. À mesure que j'approchais, je percevais une tête, un visage, des épaules, un corps qui venait vers moi comme un zombie en haillons. La silhouette avait un visage, mais en réalité sans tête, ni bouche, juste deux bosses, comme des brioches, à l'emplacement des yeux. La moitié inférieure était devenue la bouche. Les lèvres étaient complètement retournées. Cette chose marchait droit vers moi en émettant un son incompréhensible. Plus je regardais, plus j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un être humain. J'ai voulu le toucher, il fallait bien que je l'examine, les médecins. Ce qui pendait de ses bras, ce n'était pas des bouts de tissu, mais sa peau. Alors, cet individu meurt, sans doute, et ce médecin donc, voit le champignon atomique qui s'élève, et il ajoute encore ceci. Assis sur mon vélo, je regardais le chemin, et là, j'ai vu plein de gens, comme le fantôme que je venais de croiser, brûlés, tendant les bras vers eux. Ils venaient vers moi, ils étaient très nombreux. Fin de citation. Donc cette scène, pour être authentique, évidemment, est pour nous quasi cinématographique. Ces zombies réels, demi-vivants, bientôt morts,
possède les caractéristiques justement des zombies de fiction, le corps en lambeaux, desquamé. On a parlé, je crois que c'était hier, de l'aspect prolétaire du zombie, qui est une espèce de prolétaire de l'image. Moi, je dirais même que c'est une sorte de sous-prolétariat. C'est ce que Marx appelait le Lumpenproletariat, le prolétariat en haillons, c'est-à-dire un prolétariat qui n'a même pas de conscience de classe, celui des brigands, des bandits, etc. Donc des corps desquamés, des apparitions en masse dans un ensemble anonyme et désindividualisé. Alors comment le cinéma et l'imaginaire japonais va-t-il réagir, se saisir de ces zombies réels voilà, comment il s'en saisit? Alors, il y a évidemment toutes sortes de réponses. Moi, je vais prendre deux exemples qui concernent la période qui m'intéresse, donc 1950-1960. Tout d'abord, et je ne vais pas trop insister là-dessus, mais l'image était juste avant, évidemment, on pense à Godzilla d'Ichiro Honda, donc le premier film de Godzilla, qui ouvre l'histoire des kaiju, des monstres japonais. Donc Godzilla, voilà, c'est un monstre préhistorique ranimé par la bombe A dans le Pacifique et qui va se rendre sur Tokyo pour détruire la ville. Manière de rejouer le traumatisme de Hiroshima, de Nagasaki et de le régler symboliquement, on pourrait dire, en incarnant ce mal sous la forme d'un monstre des âges antédiluvien qui est réveillé par la puissance ambiguë de l'atome. Mais cet imaginaire est aussi travaillé par le sort des Ibakusha, c'est-à-dire des irradiés de l'atome, de tous ces survivants que décrit d'ailleurs Marc Petitjean à travers ce témoignage du médecin. Et là, je voudrais prendre deux exemples cinématographiques, je vais vous montrer un extrait. Alors le premier est un petit peu un pas de côté, mais je pense que c'est une réponse très passionnante à tout ce qui s'est passé. Ce sont deux films en fait d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kaneto Shindo. Le premier, c'est un extrait, je vais sortir quelques instants de mon PowerPoint, d'un film qui s'appelle Onibaba. J'espère qu'il y a le VLC sur l'ordinateur. Alors je sors, comment on fait? Ah ben non, il est sur mon autre ordi. Non, je ne peux pas vous le montrer, d'accord. Bon, bref, on a un petit souci technique, dommage, parce que c'est une très belle séquence. Je n'ai pas pensé à la transférer. Bon, c'est pas grave. Donc, ah oui, j'ai deux séquences que je voulais vous montrer. Non, il y en a une que je ne peux pas vous montrer, c'est juste celle-ci. Bon, ça va. Onibaba, c'est l'histoire de deux femmes, une jeune et une vieille, qui piègent des samouraïs dans un Japon médiéval un peu indéterminé, au bord d'un lac et d'un champ de roseaux. Donc le décor peut rappeler certains films de Mishima, d'Ozu. En fait, on a une version là extrêmement violente, très sensuelle même par moments. Et elles vivent, ces femmes, de leur meurtre en dépouillant les soldats. La vieille femme, donc Baba en japonais, se déguise en démon, donc Onibaba, c'est donc la vieille qui est un démon, pour séparer sa belle-fille de son amant. Et on a appris auparavant la mort, si vous suivez, du mari de cette femme et donc du fils de la vieille. En fait, c'est très simple. Et cette vieille femme donc piège dans une des séquences que j'aurais voulu vous montrer un de ses soldats, donc un de ses samouraïs, qui porte un masque no et il lui dit qu'il ne peut pas le retirer parce qu'il est d'une beauté incomparable et qu'elle ne supporterait pas sa beauté. Donc elle le piège, il tombe dans ce trou et il meurt, et vous le voyez là ici, au milieu d'ossements. Et elle parvient enfin à lui arracher son masque, et que découvre-t-elle? Non pas la beauté, mais un soldat brûlé, possiblement irradié, ça n'est pas dit du tout dans le film, évidemment. C'est situé avant les événements que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, on a un visage brûlé, nécrosé, qui est un écho probable des brûlures des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que par une sorte d'effet rétroactif, la grande figure de guerrier héroïque est contaminée par les formes du nucléaire. On relit rétrospectivement ici une histoire. Et lorsque, dans le film, je vous incite à le regarder si vous ne le connaissez pas, lorsqu'à la fin la vieille femme tente de porter le masque de cet homme pour effrayer sa bru et l'éloigner de son amant, eh bien il est collé à son visage, elle ne peut plus le retirer, il y a une scène absolument terrible, elle essaie de l'arracher, comme si littéralement elle incorporait les blessures de l'histoire, comme si elle faisait corps avec elle, donc les incorporait, avec ce refoulé, ce cachet, cet envers des choses qui se voient maintenant comme le nez au milieu de la figure.
Alors, si je vous parle de Kaneto Shindo, c'est que 7 ans après Hiroshima et Nagasaki, il a réalisé un film qui s'appelle Les Enfants d'Hiroshima, Genbaku no Ko, en 1952. C'est un film qui est une fiction, mais largement posée sur une base documentaire, et dans lequel on voit une institutrice qui revient à Hiroshima, dans sa ville natale, des années plus tard, et qui se souvient de ce qui s'est passé. Donc là, normalement, je vous montre un extrait. J'arrête là l'extrait. Bon, la séquence est assez forte, un peu pathétique en même temps. Tout le film est vraiment sur un registre du pathos, mais en même temps, bon voilà. Ces femmes-là qui sont en haillons, brûlées, qui sont déjà au fond dans ce statut de survivante, sont, à mes yeux par exemple, quelque chose comme des zombies réels, ce que j'ai appelé donc ici des zombies réels. Plus besoin donc de l'artifice finalement du vaudou ou de formes fictionnelles pour regarder, pour prendre en considération donc, des corps zombifiés. Alors je voudrais maintenant regarder les choses de l'autre côté de l'océan, revenir aux monstres qui sont imaginés à la même période par le cinéma européen et américain, sur les mêmes questions à peu près. Le changement de géographie, évidemment, et de contexte affecte évidemment les perspectives. Donc il y a l'écho de ces bombardements. On entend aussi, bien sûr, la hantise de l'atome propre à la guerre froide, et la crainte donc générée par cette nouvelle source d'énergie à la puissance aussi illimitée que terrifiante. C'est ainsi qu'apparaît le secret du film de Robert Aldrich. Donc je reviens légèrement. C'est une image qui se trouvait juste avant, en réalité. Voilà, ce film de Robert Aldrich de 1955, Kiss Me Deadly, en 4e vitesse en français, qui est un polar avec Mike Hammer et qui finit comme un film de science-fiction. C'est un film absolument extraordinaire, tout à fait inclassable en fait. Et dans tout le film, on recherche une boîte. C'est un prétexte narratif, c'est un MacGuffin, dirait Hitchcock, une boîte sur laquelle il s'agit de mettre la main. Et donc l'héroïne, à la fin, met la main sur cette mystérieuse boîte que se disputent des gangsters. Elle l'ouvre, elle hurle, je vous fais grâce du cri, et voilà, cette boîte de Pandore libère une énergie aveuglante, effrayante, peut-être des rayons gamma, qui transforme tout le final de ce film sur une plage en une explosion atomique assez incroyable. Les cahiers du cinéma, à l'époque, ont dit qu'Aldrich était le premier cinéaste de l'ère atomique. Parmi les films qui se reportent donc explicitement à la question de l'atome, à la radioactivité, j'avance maintenant dans d'autres exemples, on peut compter ce film, je trouve très beau, ce petit film de série B, très beau, très mélancolique, film italien de 61 de Giulio Massano. C'est assez curieux parce qu'en fait, c'est contemporain de la Dolce Vita et on a l'impression d'avoir par moments une sorte de double, mais un peu au rabais, de Marcello Mastroianni et de... pas Silva Mangano, non, Anita Hedberg, voilà, un peu dans ce film. Alors, comme souvent dans ces films, il est question de créer des monstres, on est en présence finalement d'une variation sur le mythe de Frankenstein.
Je vous rappelle que le roman de Mary Shelley, en 1818, c'était Frankenstein, un moderne Prométhée. Donc un docteur qui compose, qui monte un corps artificiel à partir de morceaux de cadavres, animés par le feu de la foudre, venu du ciel. Dans ce film, Atom Age Vampire, on a donc une femme magnifique qui est défigurée, on le voit ici, à la suite d'un accident de voiture. Plein de films commencent souvent par les traumatismes automobiles, d'ailleurs c'est tout à fait étonnant à cette période, mais même après. Et elle se désespère, elle ne veut plus se montrer à son amant, donc elle regarde l'image, et là elle se voit dans un miroir avec effroi. Elle est approchée à l'hôpital par un médecin, un savant fou évidemment, un démiurge, qui entend parler de son cas et qui entreprend de l'aider en testant sur elle les effets de la radioactivité pour, soi-disant, obtenir la régénération des cellules. Alors pour ce faire, que fait ce médecin? Il va tuer la nuit des femmes très belles pour prendre leur système glandulaire en vue d'une transplantation sur cette belle patiente dont il tombe évidemment amoureux entre-temps, vous l'aurez compris. Le scénario est quand même un peu invraisemblable. Il est très touchant, la fin est très émouvante, je vais vous dire pourquoi. Parce que là où c'est un peu invraisemblable, c'est un peu étrange tout au moins, c'est que ce médecin, vous voyez ici, pour pouvoir tuer ces femmes la nuit, teste sur lui les essais de la radioactivité qui le transforment en une sorte de loup-garou, de créature reptile. Donc là, c'est le médecin, vous voyez, qu'on voit ici dans une photo de plateau. Alors, il finit par guérir sa patiente, je vous donne la fin de l'histoire, grâce à cette radioactivité, mais à force d'user et d'abuser sur lui-même des effets du rayon qui le rendent puissant et qui lui permettent d'aller tuer ces femmes, il se transforme donc en un monstre irréversible, un mort-vivant irradié, et il va perdre à jamais celle qu'il aime. Et la fin du film est très mélancolique parce qu'on voit ce médecin qui est devenu donc monstre mort-vivant nucléaire, avec son assistant qui est un peu l'imbécile de service, et le médecin est tué, et la belle et son amant partent, ils se retournent vers lui, et on voit l'assistant qui pleure sur son créateur. Voilà. C'est une scène assez mélancolique, assez touchante. Ce qu'on apprend au cours du film, c'est que ce médecin a fait ses classes, si je puis dire, à Hiroshima. Il a effectué ses premières expériences de mutations atomiques, en espérant donc les refaire en régénérant des cellules par le biais de l'atome. Donc laissons tomber l'explication scientifique évidemment, mais à un moment donné, il montre, là c'est 2 captures d'écran, je l'ai faites, il montre un inspecteur qui commence à suspecter quelque chose d'étrange dans ses manipulations, un carnet avec des photos donc de brûlés d'Hiroshima qu'il conserve avec lui. Et à un moment donné, l'inspecteur lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette sculpture étrange que vous avez sur votre étagère ?» Et il lui montre ceci, qui est une bouteille tordue, brûlée, qu'il a rapportée d'Hiroshima et qu'il garde sur son étagère. Voilà, c'est ce verre qui a fondu, c'est presque devenu une œuvre d'Anita Olinero, qui a d'ailleurs, je crois, fait l'école des Beaux-Arts de Marseille, donc tout se recoupe. Cet artiste d'art contemporain qui travaille sur la série B, la série Z aussi, et qui a notamment brûlé beaucoup d'éléments en plastique, entre autres choses. Alors, 2 autres réalisations de l'époque, toujours de ce côté des États-Unis, prennent en charge donc cette question de mort revenue à la vie grâce à la puissance atomique. Et l'irradiation, là encore, les plonge dans cet état ambigu, propre aux morts vivants, dans une zone intermédiaire entre vie et mort. Je pense à un petit film de série B qui s'appelle Time Sleep, donc Sommeil du temps, c'est un beau titre, aka The Atomic Man de Ken Hughes, réalisation américaine de 1955, si je ne m'abuse. Je vais vous montrer un court extrait. Donc, qui met en scène, donc, ici, un médecin de physique nucléaire qui est tué par balle lors d'un règlement de compte entre bandes rivales et qui va, vous allez voir, revenir à la vie. Et on va évidemment découvrir que c'est grâce ou à cause, c'est un peu les deux, de ces irradiations qu'il a subies au cours de ses expériences.
My heart stopped. Adrenaline quickly. You better cheer up. Okay, Dr. Preston. Dr. Preston! Alors j'aime beaucoup, vous voyez, il y a vraiment des moments de chef-d'œuvre dans des petits films. Cette scène est très, très émouvante, presque muette, incroyablement sobre et solennelle, comme si mourir pour de faux, même mourir pour de faux, c'était pas rien, quoi. Je trouve que c'est une scène assez incroyable. Donc ce médecin, en fait, revient. On découvre que voilà, son corps s'est arrêté, mais son cerveau a continué à fonctionner. Donc il a un décalage en fait de 7 secondes. Voilà, son cerveau a 7 secondes et demie d'avance sur les événements biologiques. Les 7 secondes et demie au cours desquelles il s'est arrêté, son cœur s'est arrêté. Donc il est à la fois empoisonné et guéri par les radiations. Donc là on a une autre forme de zombie nucléaire qui n'est pas défiguré, mais vraiment qui est en décalage psychique constant sur le réel. Alors parmi les nombreux cas, il y en a plusieurs effectivement, de zombies irradiés, l'un des plus peut-être connus ou des plus frappants est fourni par un film d'Edward L. Kahn de 1955, on est toujours dans la même fourchette de temps, qui s'appelle Creature with the Atom Brain, dans lequel on retrouve tous les ingrédients imaginaires du savant fou, donc un savant qui est doté d'un accent évidemment fortement germanique, comme la plupart des savants fous de cette période, on se demande pourquoi, qui anime par l'électricité des cadavres, qui crée des zombies machines, et donc plus du tout des zombies défigurés. L'expérience de Faraday, d'ailleurs, sur l'induction électromagnétique est convoquée à un moment donné pour expliquer l'influence de la radioactivité sur les corps. Donc on a un règlement de compte, là aussi, entre bandes rivales, donc c'est toujours un fond assez polar finalement, et on découvre des traces de sang luminescent sur les lieux du crime, autrement dit des images radioactives. Et donc vous verrez les tueurs zombies tout à l'heure qui constituent une sorte d'armée de cadavres ramenés à la vie comme des esclaves qui obéissent pour servir la vengeance d'un bandit criminel. Je vous montre 2 extraits. Le premier, dans lequel on découvre ces 2 savants, donc à la fois le savant et le bandit qui veut mener une vendetta sur une bande rivale, qui vont voir ces zombies atomisés.
Can't you keep him going any longer? No. I can't keep them breathing longer than a few days. Then the glands deteriorate. They just disintegrate. Is he dead? He never was alive. Different parts of the body die at different times. My next problem is how to keep them working as long as the heart is beating. Does the brain still die first? Always. The brain always dies first. Voici, et le second extrait qui est donc lié à l'attaque finale, dont je voulais vous dire peut-être juste une chose avant. Oui, c'est que on retrouve donc ici à chaque fois l'écho à travers l'énergie atomique de cet imaginaire de l'électricité, hein, et même du magnétisme animal, qui est une question du XVIIIe siècle, de Mesmer, voilà, qui traverse à mon avis toutes ces représentations, même si elles prennent des formes un peu différentes, et qui sert de base explicative, hein, mi-rationnelle, mi-magique, à l'influence d'un maître sur son esclave. Je vais montrer dans un livre qui s'appelle « Figures de l'errance et de l'exil », hein, chez Rouge Profond, comment justement ce magnétisme animal de Mesmer passe, qui est une figure très importante, hein, qui au fond domine une partie du XVIIIe siècle, qui va devenir la question de l'hypnose chez James Braid en 1832, comment fin XVIIe, XVIIIe, comment cette figure-là, elle passe possiblement dans la réception occidentale du vaudou, hein, à travers notamment des récits de pères missionnaires à Haïti qui décrivent les rites de possession et de zombification avec les mots utilisés pour penser les phénomènes de transe magnétique et électrique par Mesmer, la contagion dans les fluides des corps magnétisés. Donc il y a la persistance, je crois, d'une longue tradition, dont on a peut-être un écho dans l'extrait que je viens de vous montrer et au fond dans d'autres. Donc je vous montre ce dernier extrait qui, ici, le moment de l'attaque, hein, voilà, de l'armée zombie, de ces corps qui sont morts et ramenés à la vie par le nucléaire, voilà, dont se sert un des bandits qui est cerné par la police. Must be radium in there. A fire would burn off its protective lead shield. Yes, once the radium is exposed, the gamma rays might spread over the entire city. Can't even blow open the door or the windows. It would be too dangerous to try it because of explosion. Come in. Kill them. Good grief, look at it. Those are the bodies that were stolen from the morgue. Kill them. Kill them. Bullets have to sever the electrodes to stop them. Alors je sais que vous vous demandez comment ça va finir. Ils vont simplement débrancher en fait la machine, ils vont la casser, voilà, il y aura plein d'étincelles et ils vont tomber comme des piles, voilà, comme des robots dont on retirerait la pile. Alors, donc ce que je vous ai proposé à travers cette intervention, c'est donc une sorte de comparaison comme ça entre une réception japonaise et américaine de ces événements nucléaires historiques, hein, de 1945. On est évidemment en présence de deux discours, de deux imaginaires.
on pourrait dire sans faire une position tranchée, mais qu'on est en présence du discours des vaincus, des vainqueurs, qui n'est évidemment pas le même. Le cas de la série B américaine est intéressant parce qu'il rabat quand même les cartes de la figure du zombie colonial, que je rappelais en commençant, sans y renoncer totalement, finalement. On déplace les rites magiques, qui deviennent des rituels scientifiques. La possession ne perd plus dans le désordre de la transe, mais dans l'évidence froide d'un laboratoire clinique. Les zombies sont encore des esclaves aux mains de démiurges, mais des esclaves machines, robotisés, plutôt que des zombies errants et hagards, comme le présentait le cinéma disons, colonial. Une autre chose reste fascinante, fascinante si je puis dire, et troublante dans tous ces exemples que j'ai évoqués dans le cinéma européen et américain, notamment dans ce dernier cas, et cette chose, elle échappe en partie aux intentions plus ou moins édifiantes ou divertissantes de ces réalisateurs. C'est la puissance double attribuée à la figure atomique, qui rejoint la dualité ontologique de ces êtres, pris entre mort et vie. Aux exemples que j'ai évoqués, d'ailleurs, je pourrais ajouter, alors je ne voulais pas superposer trop d'exemples, mais The Atomic Brain, donc un film de 1963 de Joseph Macelli, encore une histoire de savant fou. Là, il s'agit de greffer le cerveau d'une vieille femme laide et acariâtre qui paie les recherches d'un savant en physique nucléaire sur un corps sublime de jeune femme, en utilisant les ressources de l'atome. Évidemment, bon, comme le savant ne peut vraiment plus supporter cette vieille femme, il ne va pas suivre son injonction et il va se venger et il va greffer son cerveau sur un chat. Ce qui fait une fin tout à fait incroyable. Donc la question, c'est toujours d'amplifier les effets de la foudre, détruire et animer sur le cadavre d'une créature comme celle de Frankenstein. Dans tous ces films, donc, il y a quelque chose qui relève cette puissance atomique qui est envisagée. Là, je vais peut-être monter d'un cran un peu dans l'analyse philosophique, à la manière du pharmacone de Platon. Si on suit le commentaire assez serré qu'en a fourni Jacques Derrida dans la dissémination, à savoir d'être remède et poison à la fois. Et sans exagérer, on sait du reste que les textes de Derrida baignent, si je puis dire, dans une atmosphère de mort-vivant depuis assez longtemps, en fait. Dans le spectre de Marx et dans aussi des textes sur le cinéma, notamment. Donc Derrida pense cette ambiguïté du pharmacone sur ce registre-là. On sait qu'il y a chez lui le projet d'une anthologie avec H-A-N-T-O-L-O-G-I-E. Et puis il dit d'ailleurs dans des textes sur le cinéma que le propre de l'image cinématographique, c'est une image de la reproduction, c'est une copie. Donc voir une image cinématographique, c'est voir une image qui revient. Donc déjà, c'est une structure de revenance, en fait. Donc Derrida montre fantastiquement bien dans ce texte sur le pharmacone, sur la pharmacie de Platon, donc, qu'un grand nombre de textes de Platon sont traversés par ce terme pharmacone. Il utilise et travaille le texte grec précisément, qui est traduit par remède, filtre, drogue, et en fait, alternativement, ou parfois les deux ensemble, poison et filtre. Donc le propre du pharmacone, c'est de remédier à un mal en l'aggravant. Les deux exemples principaux que Derrida repère chez Platon sont l'écriture, le kratie notamment, qui remplace le logos, la parole vivante, qui apparaît donc comme un substitut à la parole, qui remédie à la possible disparition du logos, qui en fait mémoire, mais qui dans le même temps tue la parole vive, la parole incarnée, en la remplaçant par un système de signes extérieurs, qui sont comme des signes morts finalement. Pharmacone aussi la ciguë que boit Socrate, qui est littéralement un poison, mais aussi pour Socrate, Platon, un remède, celui qui libère l'immortalité de l'âme, enfin l'âme en son immortalité, du corps qui est un tombeau. Donc je ne cherche pas évidemment à appliquer Derrida à la série B, c'est une greffe peut-être un peu quand même grossière, mais il y a un registre double et très ambivalent du pharmacone nucléaire qui m'intéresse, qui m'intrigue, et je trouve que si on entrouvre cette porte-là, on est frappé quand même par les termes de hantise et de mort-vivant qu'emploie Derrida pour qualifier ce remède poison. Donc je mets les deux choses l'une à côté de l'autre pour les faire dialoguer, il n'y en a pas une qui écrase l'autre. Le pharmacone, dit Derrida, dans donc la pharmacie de Platon, je cite, est une question de vie ou de mort. Sans identité stable, là je paraphrase, mais ce sont ces mots, sans identité stable ni substance, le pharmacone est le milieu des opposés, ambivalent par nature. Il se rapporte, ces opposés, l'un à l'autre, se renversent,
passent l'un dans l'autre sans fin. Dedans, dehors, âme, corps, vie, mort. Et là, je cite un passage du texte de Derrida. « L'écriture est une parole affaiblie, point tout à fait une chose morte. Un mort vivant, un mort en sursis, une vie différée, un semblant de souffle, le fantôme, le fantasme, le simulacre du discours vivant. » Conclusion. Comme à l'école, il y a une conclusion, qui n'en est pas une évidemment. Donc ce mort-vivant zombie irradié, c'est donc, j'ai essayé de vous suggérer, le corps de l'horreur historique brandi voilà, dans le cinéma, ou plutôt le refoulé de l'histoire qui revient dans la série B notamment, mais c'est aussi le corps expérimental, le corps test d'un pharmacone nucléaire, de cette puissance d'énergie dont on sait qu'elle est considérée aujourd'hui comme une des alternatives, problématiques certes, à l'énergie fossile, puissance d'énergie et pouvoir létal sans mesure, complètement délirant si on pense à la durée de vie des déchets nucléaires. J'ajoute encore deux choses. Les films que je vous ai montrés sont hantés, on pourrait dire, par une autre forme d'horreur, beaucoup plus banale, celle du machisme terrible et des clivages de sexe qui règnent à l'époque. Chez Édouard Kahn et nombre d'autres réalisations, dès que les hommes parlent d'affaires sérieuses, les femmes vont à la cuisine, où elles les attendent en tablier de cuisinière sur le pas de la porte pour leur servir un cocktail à leur retour. Une des femmes zombifiées par l'atome dans The Atomic Brain, qui se balade comme ça, elle n'a pas de cerveau, mais elle a été réveillée par la puissance de l'atome, elle se balade dans le laboratoire, est une magnifique brune sans cerveau. Ça a ses avantages, s'exclame un des protagonistes, non sans goujaterie. Chez Romero, en 68, et je trouve qu'on mesure, si on le compare à tout ce qui précède, encore plus la puissance de son geste dans La Nuit des Morts Vivants, tous ces clichés, ces codes volent en éclats. Qu'est-ce qui se passe? On a des enfants qui se moquent de leur défunt père, au début du film, qu'ils sont censés honorer au cimetière. Ils l'ont oublié, ils viennent de poser une gerbe de fleurs, mais ils s'en fichent un peu, ils ne savent même plus qui c'est. Le garçon imite les démarches de Boris Karloff, donc il se moque même des films de genre, on pourrait dire. Sa sœur s'échappe seule dans une maison refuge. Le héros du film, finalement, est noir. Le père vivant de la petite bande à l'intérieur de la maison n'est plus une figure rassurante, comme dans tous ces films, où on a un bon papa qui est en même temps un savant de l'atome, mais c'est un lâche, un raciste qui sera tué et mangé par sa fille. Les zombies, enfin, chez Romero, n'ont plus besoin de rites vaudous pour apparaître, et l'argument nucléaire qui est là, mais c'est un détail tout à fait anecdotique. Il est évoqué par la radio, une transformation de Vénus, un changement de l'axe de cette planète par la puissance atomique. Donc c'est un film, c'est ça qui est fort finalement dans La Nuit des Morts Vivants, sans explication pseudo-scientifique, sans happy end, avec toute la charge qu'on lui connaît. Donc ces zombies vengeurs, chez Romero, vengent aussi les zombies de l'histoire, d'une certaine façon. Et ces clichés de classe, ces clichés sexistes, qui sont quand même légion dans les films, par ailleurs très intéressants, que je vous ai montrés. Donc ils annoncent une révolution dans toute cette culture qui a marqué de son empreinte toutes ces questions. Alors comme dans les films des années 50, il y a un moment d'annonce publicitaire, donc je termine par ceci. Je vous renvoie au site des archives Gamma, qui sont des archives collectées par deux amis artistes, Aram Kebadjan et Stéphane Perrault, avec lesquels je travaille. Je suis commissaire d'une exposition avec eux qui aura lieu à Nantes, au lieu unique, entre le 4 juin et le 29 août 2021. Donc vous êtes les bienvenus si vous passez par Nantes. L'exposition s'appelle Demi-vie. Et voilà, donc les archives Gamma compulsent les archives de l'âge nucléaire et de toutes ces représentations. Et au fond, cette intervention que je viens de faire n'a rien été d'autre que l'acte 1 de ces archives Gamma. Et je vous remercie, cher public, dans cet endroit étrange. Merci à vous.